Et live, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et tous. Alors, on attend que quelques personnes se connectent, ça se connecte. Hop, Voilà. Juste dans bonjour, le bonjour chat, n'hésitez Hélène. pas à dire si ça fonctionne bien d'un point de vue technique, s'il n'y a pas de souci. Si vous voyez la présentation, si vous nous entendez bien, tout va bien, parfait. J'ai l'impression que tout va bien. Génial. Oui, c'est ça. Exactement. Ok. Vous avez bien vu. Alors, on attend quelques petites minutes. Paul et Mathieu, si vous voulez que Ouais, ça on a se déjà. connecte. Tac. On va pouvoir commencer à se présenter si tu veux, Marion. Je pense que c'est bon. Ouais, ça marche. Eh bien, allez-y. Hop. Paul, si tu veux te commencer, si tu veux. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Ravi d'être là et de partager cette session avec vous. Donc, je suis Paul Rodriguez, j'ai cofondé Hectarea. Et donc, chez Hectarea, on permet aux particuliers d'investir facilement dans la terre agricole pour aider les agriculteurs à se financer et à amorcer la transition écologique sur le terrain. Super, merci. Mathieu, si tu veux te présenter. Merci Marion. Moi je suis Mathieu Silva Santos, du coup je suis directeur de l'offre et de l'ISR chez Goodvest, donc ISR Investissement Socialement Responsable. Goodvest c'est une plateforme, on en reparlera, mais c'est une plateforme d'investissement qui permet aux épargnants de réaligner finalement leur épargne avec leurs valeurs en investissant finalement dans la transition écologique, sans greenwashing et surtout avec transparence. Trop bien. Merci. Et de mon côté, donc je m'appelle Marion Golin, je vais animer ce webinaire à côté de Paul et Mathieu. Donc je suis la créatrice du média Nouvelle Empreinte, qui est un média donc qui tente de décrypter les sujets liés au climat et à la biodiversité pour tenter de mieux comprendre tous ces enjeux et découvrir les pistes de solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui et dans le futur. Voilà pour nous. Écoutez, je Génial. propose qu'on... Peut-être juste en guise de lancement aussi, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans la partie questions. Et on répondra peut-être à quelques-unes au fur et à mesure, ou sinon à la fin, il y aura 10-15 minutes d'échange en plus. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas. Le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. Et il y aura un replay aussi, oui. Exactement. Donc aujourd'hui, bienvenue dans ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler d'un grand sujet qui est comment utiliser son épargne pour soutenir l'agriculture et la biodiversité en 2024. Donc tout au long de ce webinaire aujourd'hui, donc on va d'abord faire un état des lieux de l'agriculture française et de la biodiversité en France. On va ensuite voir qu'il y a des solutions qui existent, qui sont à notre disposition afin de soutenir les agriculteurs et la biodiversité. Ensuite, donc Paul de Hectarea nous apportera sa vision terrain, qu'ils ont déjà rencontré plus de 200 agriculteurs. Et Goodvest, de son côté, donc Mathieu nous fera part de sa vision plus globale sur la biodiversité, la mesure de l'impact et l'épargne responsable. Exact. Si vous voulez, avant de commencer, on peut faire un petit sondage. Donc, à votre avis, quelle surface occupe aujourd'hui le territoire agricole en France en pourcentage? Est-ce que vous avez une idée concernant ce chiffre? Quelle surface occupe le territoire agricole en France? 30%, 40%, 5%. Il y a plein de chiffres différents. Réponse très variée. C'est clair. Oui, donc on a rapproche. de tout. Il y en a certains qui sont proches. Écoutez, on va donner la réponse. Aucune idée. Donc c'est 49%. Donc 49%, donc c'est un vaste territoire que nous avons donc en France métropolitaine. 49% du territoire est utilisé pour l'agriculture. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente donc 390 000 exploitations agricoles et plus de 759 000 personnes à temps plein dans les fermes. Donc c'est plutôt colossal comme chiffre. On est aussi le premier pays européen en production animale et végétale, avec plus de 17% de la production européenne. Donc, toutes ces statistiques-là, donc elles sont bien avantageuses.
Mais en réalité, eh bien, c'est bien plus complexe que ça. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec la récente crise agricole. C'est une réalité bien plus complexe. Donc, nous, on va parler aujourd'hui d'un problème. Donc, d'ici 2030, la moitié des agriculteurs partiront à la retraite. Donc, aujourd'hui, on fait face à un problème de renouvellement des générations. Parce qu'aujourd'hui, le métier d'agriculteur, il n'attire plus parce que ce système agricole ne permet plus d'en vivre sereinement. Donc, on fait face à ce problème de renouvellement des générations, ce qui fait que 40% des terres demain vont changer de main dans les 10 prochaines années. Et cette nouvelle génération d'agriculteurs, d'exploitants qui veut s'installer, la majorité souhaite changer de pratique pour des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Mais ils font face à un problème. Donc, un premier problème, c'est le manque de financement nécessaire à cette installation. Donc, on peut déjà se poser une première question. On va tenter d'y répondre pendant ce webinaire. C'est comment aider cette nouvelle génération d'agriculteurs à s'installer. On fait face aussi aujourd'hui à un besoin essentiel de reconnexion avec le monde agricole, donc ce monde qui nous nourrit finalement. Et on a tendance à oublier d'où viennent nos produits et surtout ces personnes, ces agriculteurs qui dédient leur vie. Donc l'agriculture, c'est un secteur qui a été fragilisé, marginalisé et souvent oublié, alors que l'agriculture, ça peut être un vrai vecteur de transition écologique. Ce qui nous mène à une seconde question pour ce webinaire, c'est comment reconnecter particuliers et monde agricole. Dans le contexte actuel, on peut aussi parler des impacts qu'ont les techniques agricoles industrielles qui menacent tant l'équilibre agricole et la biodiversité. Et dans tous ces impacts, donc parmi ces impacts, on peut en citer plusieurs, notamment donc l'appauvrissement des sols, la pollution des eaux, le déclin de la biodiversité, notamment des populations de pollinisateurs, les dérèglements des saisons, l'insécurité alimentaire et la pression sur les agriculteurs. On reparle beaucoup du climat, tant mieux, mais finalement peu de la biodiversité, alors que ces enjeux sont tout aussi cruciaux et c'est un vrai défi à part entière. D'ailleurs, ce schéma le montre bien. Le climat et la biodiversité que j'ai entouré font partie des 9 limites planétaires à ne pas franchir. Donc, ces 9 limites planétaires, c'est les limites à ne pas franchir afin de préserver un espace de développement sûr et juste pour l'humanité. Donc, en gros, pour le maintien de la vie sur Terre telle qu'on la connaît. Aujourd'hui, les limites planétaires, on en a dépassé 6. Donc, jusqu'à présent, ce système s'autorégulait assez efficacement, mais d'ici quelques années, si on ne change rien, malheureusement, tout cet équilibre sera trop fragilisé. Donc, c'est un peu l'inconnu, mais on sait qu'aujourd'hui, à terme, il sera trop fragilisé. Aujourd'hui, on peut encore agir, on peut encore faire des choses. On sait qu'on a des solutions et on sait à quel point notre équilibre alimentaire et le maintien de la vie sur Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui dépendent de la santé, de la biodiversité. Et donc, il est urgent aujourd'hui de reconnecter ces deux mondes, de reconnecter l'agriculture et la biodiversité. Et c'est ce dont Hectarea et Goodvest vont nous parler aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à Paul dans un premier temps qui va vous en parler. Oui, effectivement, pour voir comment on peut améliorer les choses, c'est bien de comprendre où on en est. Et effectivement, la France est leader européen sur la partie agricole, donc avec 17% des productions agricoles, végétales et animales. Mais quand on regarde concrètement dans les filières qui nous nourrissent, il y a une forte disparité. Donc en fait, en France, si vous voulez, vous avez 3 grandes filières. Vous avez les grandes laiteries, les céréales qui sont équivalents à 33% de la surface agricole en France à peu près, et vous avez les vins et spiritueux. Et en fait, quand on parle d'autonomie alimentaire et de souveraineté alimentaire, il faut regarder toutes les autres filières qui vont être, pour le coup, un peu plus en difficulté. Et donc en France, il faut savoir que quand vous faites vos courses, on importe en fait plus d'un fruit et légumes sur 2, plus d'un poulet sur 2, plus d'un agneau sur 2. Et quand on regarde en fait les courbes de ces différentes productions, et notamment c'est très vrai pour la partie volaille, on est quasiment sur des courbes en chute libre. Ça veut dire qu'on produit moins
que ce dont on a besoin et que nos importations ne font qu'augmenter. Et donc pour ça, c'est important d'aller voir comment en tant que particulier on peut mieux consommer ou mieux investir pour justement soutenir ces filières qui sont des filières alimentaires et de nécessité. Et si on pousse le trait un peu plus loin pour la dernière partie un peu négative de ma prise de parole, c'est si on continue dans les 10 prochaines années, on couvrira plus que 35% de nos besoins alimentaires en France si on poursuit un peu la tendance des courbes qu'on a actuellement. Donc c'est pour ça, en fait, si vous voulez, Marion faisait bien le mentionner, la crise agricole qu'il y a eu en février-mars, elle est le témoignage en fait d'une vague de fonds et de ce qu'on peut voir sur le terrain. Chez Hectarea et en particulier de mon côté, j'ai rencontré plus de 200 agriculteurs sur les 12 derniers mois. Et en fait, c'est vraiment le son de cloche qu'on a de pas mal de filières, c'est qu'il y a déjà un besoin en financement qui est très fort parce que dans le temps, les exploitations sont devenues de plus en plus grandes et également le coût de l'installation a augmenté. Et donc finalement, s'installer dans le milieu agricole, c'est devenu de plus en plus complexe. Et donc sur ça, il faut effectivement faciliter l'installation et faciliter le financement pour qu'on puisse soutenir les filières françaises. Après, il faut aussi dire qu'il y a des super initiatives sur le terrain. Il y a eu une prise de conscience récente pour des meilleures méthodes de production et surtout, j'ai envie de dire, le constat, c'est le plus important, c'est qu'on a tendance à opposer un petit peu en fait la vision consommateur, la vision agriculteur, et on l'a vu pendant la crise agricole. On a eu 87% des particuliers qui se sont dit on veut soutenir les agriculteurs, et finalement, est-ce que la vision elle est si différente ou pas? Et quand on est sur le terrain, on s'aperçoit que l'agriculteur il aime sa terre. Sa terre, c'est ce qui permet de bien produire et d'avoir tout simplement gagner de l'argent à la fin du mois. Et donc, lui, il a besoin que la terre elle reste productive. Et donc, on a la plupart des agriculteurs qui, justement, vont faire attention à l'angle biodiversité, parce que c'est cet angle-là qui va faire qu'on a une terre qui reste bonne sur le long terme et qui va permettre finalement de générer du revenu aussi. Et donc, tout ça pour dire que sur le terrain, on a souvent des choses très positives, mais qu'il faut, en tant que particulier, vraiment aller les soutenir, mieux consommer, mieux investir. Voilà. Et que ce sont des vases communicants, donc il y a vraiment la partie production, mais la partie biodiversité qui est très liée. Et je vais te laisser du coup, Mathieu, nous en dire plus sur cette partie-là qui est aussi très importante. Effectivement, très importante. Alors, je me permets juste de passer. Marion, tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, la biodiversité, c'est un défi totalement à part entière. On parle beaucoup de climat, de CO2, d'empreinte carbone, et pourtant, la biodiversité est une limite planétaire, effectivement, qui est déjà dépassée. La biodiversité, on la voit en réalité tous les jours. Le CO2, ça ne se voit pas. C'est dans l'atmosphère, c'est dans l'air, ça ne se voit pas. La biodiversité, on la voit. C'est la diversité des milieux de vie, la diversité des espèces, la diversité génétique. On peut la toucher. Et aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont assez marquants en termes de déclin, d'érosion de la biodiversité. On a 75% de la surface terrestre qui est altérée de manière significative. 40% des écosystèmes marins qui ont subi une forte dégradation et 1 million d'espèces aujourd'hui qui sont menacées d'extinction. Donc vous voyez, la biodiversité, c'est autant la surface, autant les espèces, autant les écosystèmes. Et la cause, sans surprise, comme le climat, c'est une cause finalement d'origine anthropique. Ce sont les activités humaines qui vont exercer d'énormes pressions sur la nature. Et la biodiversité, finalement, elle nous impacte. Elle impacte à la fois, nous, on l'impacte, les hommes, finalement, de par nos activités économiques, on va avoir un impact sur la biodiversité, mais on en est dépendant. La biodiversité, comme c'est indiqué sur cette slide, elle est essentielle. Elle fournit ce qu'on appelle des services écosystémiques qui vont permettre de soutenir la vie sur Terre et qui vont permettre également à différentes entreprises d'exercer leur activité. Et là, je fais le lien avec Hectarea et avec Paul, et notamment les agriculteurs. Les agriculteurs font partie des professions aujourd'hui les plus exposées au déclin de la biodiversité. Pourquoi? Parce que justement, à cause de ces services écosystémiques, on parle de pollinisation des cultures, de purification de l'eau, de régulation du climat, de fertilité des sols également. Donc, toutes ces choses importantes qui font que la biodiversité, c'est le socle de notre économie. Il y a un chiffre qui est assez parlant. Alors, là, j'ai indiqué quelques chiffres sur cette slide, mais je trouve un chiffre qui est encore plus parlant, c'est qu'aujourd'hui, ces services écosystémiques, si on les quantifie, il y a pas mal d'études qui sont sorties, notamment une étude, il me semble, du FMI sur le sujet, qui montre que les services écosystémiques, si on les quantifie, c'est la moitié aujourd'hui du PIB mondial. Donc en termes de milliards d'euros, je vous laisse chiffrer ça. Et c'est des milliards d'euros aujourd'hui, la biodiversité, en fait. Donc elle a une utilité, c'est le socle de notre économie. Et en réalité, en matière d'agriculture,
la biodiversité, on pense toujours à des nuisibles finalement, aux limaces, aux charançons ou autres, et pas forcément. Elle a une utilité parce que effectivement, c'est ce qui va permettre de polliniser les cultures ou autres. Donc voilà, donc ça c'est un point qui est quand même important. Nous, on a plus la visibilité effectivement au sens large de la biodiversité, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les agriculteurs font partie des professions, en tout cas les plus exposées à ce niveau-là. Le gros problème, c'est comment on mesure aujourd'hui l'état de la biodiversité. Le climat, c'est facile, hein. On a le CO2. Tout le monde parle de CO2, que ce soit pour calculer le bilan carbone de sa société, pour que ce soit pour calculer son empreinte carbone personnelle. Aujourd'hui, sur la biodiversité, on a très peu d'indicateurs en réalité. Nous, on part toujours d'un principe et on a la conviction qu'aujourd'hui, la transition écologique doit se baser sur des indicateurs scientifiques. Il commence à y avoir des indicateurs scientifiques qui, certes, ne sont pas parfaits, mais on considère qu'aujourd'hui, l'imperfection ne doit pas servir de prétexte, en tout cas, à l'immobilisme. Donc aujourd'hui, on a des indicateurs. J'en ai cité un que nous, on utilise d'ailleurs chez Goodvest qui s'appelle le MSA. Donc le MSA, alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais c'est un petit peu le pendant de l'équivalent CO2 qu'on peut utiliser aujourd'hui pour calculer son empreinte carbone. C'est un indicateur donc, qui va mesurer l'abondance moyenne des espèces sur un espace donné. Donc concrètement, on va mesurer, quantifier finalement la santé d'un écosystème, l'intégrité d'un écosystème et la richesse en espèces d'une région. C'est un indicateur qui se mesure en fait en pourcentage, qui va de 0 à 100. Donc 0%, on est sur un parking globalement, et 100%, on est sur la forêt amazonienne. Donc pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Et donc l'idée, c'est de justement mesurer ce MSA et de le transposer à une surface donnée pour faire abstraction justement de la taille des écosystèmes. Et c'est ce qui donne aujourd'hui le kilomètre carré MSA. Donc c'est quelque chose qui peut faire un peu peur hein, finalement en termes d'indicateurs. Mais voilà, ça va nous permettre de mesurer concrètement l'intégrité des écosystèmes sur une surface donnée, dans quelle mesure les habitats naturels ont été affectés et dans quelle mesure également ils ont été préservés. Et donc nous, typiquement, c'est l'indicateur qu'on va utiliser chez Goodvest pour justement mesurer notre impact sur la biodiversité. Alors bien évidemment, c'est quelque chose d'assez large. Nous, on l'utilise dans le cadre de notre allocation d'actifs, de notre gestion de portefeuille. Il me semble que sur la partie agricole, il y a pas mal d'outils qui sont à disposition des agriculteurs justement pour mesurer leur biodiversité, pour calculer finalement l'impact sur la biodiversité et autres. Donc voilà, il peut y avoir en tout cas plusieurs indicateurs, ce n'est pas l'unique indicateur qu'on peut trouver aujourd'hui. Et je passe la main finalement à Marion, je pense, sur la suite. Alors, mais écoute, les solutions privées en faveur de la biodiversité, je vais te repasser la parole, Mathieu. Exactement. Voilà, on va parler donc maintenant. Paul et Mathieu nous ont vraiment planté le décor, donc je vais commencer. Et maintenant, normalement, vous avez bien une idée de ce qui se passe en France sur l'agriculture et la biodiversité et comment on peut faire le lien quel lien existe entre les deux. Et donc maintenant, on va voir qu'il n'y a pas besoin de paniquer, de déprimer. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent et c'est ce dont donc, Paul et Mathieu vont nous parler. Et donc Mathieu va commencer par vous présenter une des solutions qui existent. Et peut-être, ouais, j'avais juste un point à ajouter, excuse-moi Mathieu et Marion. C'est intéressant ce que tu disais sur la partie du PIB qui venait finalement du secteur agricole et de la biodiversité. C'est qu'on a en fait une multitude de sociétés qui indirectement tirent une partie de leurs résultats ou de leur chiffre d'affaires de la biodiversité. Et à la fin de la journée, les seuls qui en sont tenus pour compte responsables, finalement, ce sont les agriculteurs qui font l'entretien du territoire, les cheptels qui font la transhumance dans les Pyrénées, par exemple, enfin, toutes ces choses du quotidien. Et la question qu'on entend souvent sur le terrain, et c'est pour ça que je voulais ajouter ce point, c'est bien d'être responsable de ça. Ils aiment le côté nature, mais à la fin de la journée, c'est qui paye pour ces services-là. Et c'est justement pour ça qu'en tant que citoyen, on doit essayer de participer, en tant qu'entreprise aussi. Mais il y a un vrai rôle d'accompagnement financier parce que voilà, ça se retransmet pas directement quand vous achetez 1 kilo de tomates. Vous n'avez pas le fait qu'il y a eu de la biodiversité, de la rétention carbone, qu'il entretient de la terre. Vous n'avez pas tout ça qui est finalement facturé. Et pourtant, si vous voulez bien produire, ça coûte plus cher, très souvent plus cher. Voilà, je voulais juste ajouter ce point pour faire le lien entre les deux parties. Moi, je partage entièrement ce que tu viens de dire, Paul, en tout cas. Et au-delà de la partie financière, je pense que c'est une partie de compréhension qui est hyper importante. Et l'exemple des tomates, enfin, c'est la parfaite illustration. Hein. C'est dans quelle mesure, justement, ce kilo de tomates a pu impacter effectivement la biodiversité ou a pu émettre tant de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un point qui est hyper important, je suis d'accord.
Et donc, du coup, on peut passer à la partie 2, Et oui. effectivement. Je te laisse La démarrer première du coup. solution. Et effectivement, la première solution, alors, on va commencer, je vais recommencer avec quelques chiffres, puisque, qui sont pas forcément en lien avec la biodiversité, mais plutôt en lien avec la transition écologique au sens large, hein, qui est un petit peu les raisons pour lesquelles Goodvest a été créé. Aujourd'hui, on a 0,2% des actifs sous gestion globaux, hein, donc des investissements mondiaux qui sont réellement alignés sur l'accord de Paris en matière de climat, et je parle bien des 3 scopes d'émissions de CO2. On a plus de 5 500 milliards de dollars qui ont été investis dans les énergies fossiles dans les 7 ans qui ont suivi l'accord de Paris. Et pour rappel, tous les groupements scientifiques, le GIEC, l'Agence internationale de l'énergie ou autres, recommandent et affirment que plus aucun projet fossile ne doit sortir si on souhaite respecter ces fameux 2 degrés de réchauffement climatique. Et aujourd'hui, on a 3 à 6 fois plus de financements nécessaires, qui sont nécessaires en tout cas si on veut respecter justement l'accord de Paris. Donc vous l'avez compris, l'épargne construit et même façonne le monde de demain, hein, en le finançant. Aujourd'hui, que ce soit Goodvest ou Hectarea, justement, on a des solutions d'investissement qui sont différentes, mais complémentaires justement pour parvenir à financer cette transition écologique. Donc c'est pour ça que nous, on a créé Goodvest, qui est aujourd'hui une entreprise à mission qui propose la première épargne compatible avec l'accord de Paris, compatible avec l'accord de Paris en s'appuyant justement sur 3 piliers. Une méthodologie scientifique, je l'ai rappelé précédemment, hein, le climat et la biodiversité, c'est une affaire de science. On doit se baser sur des indicateurs scientifiques, scientifiquement quantifiables et évaluables si on souhaite réellement pouvoir financer la transition écologique. Donc on ne va pas parler de label ou autre, de label ISR ou autre, et celles et ceux qui connaissent Goodvest savent justement qu'on ne souhaite pas s'appuyer sur ce type de certification, en tout cas pour mesurer notre impact. La deuxième, c'est une transparence totale sur notre méthodologie et sur l'impact de notre portefeuille. On part du principe que si on souhaite investir responsable, il faut connaître, il faut comprendre également son impact sur l'environnement, son impact positif, mais également son impact négatif. La solution neutre en carbone, aujourd'hui, elle n'existe pas. Ça ne sert à rien d'être utopique. En revanche, dans quelle mesure on peut limiter justement cet impact sur l'environnement? Et nous, c'est justement le pari qu'on fait, et c'est cette transparence qu'on va apporter en tout cas à nos clientes et à nos clients. Et le troisième, c'est une compétitivité et une inclusivité, hein, parce qu'on propose des solutions qui sont jusqu'à 2 fois moins chères que chez d'autres acteurs finalement de l'investissement, et surtout une plus grande inclusivité puisque nos solutions sont accessibles à partir de 300 euros. Quelques exemples finalement d'entreprises qu'on vient financer. J'ai pris deux exemples parce que nous, on est finalement, on va financer de nombreux secteurs. L'agriculture, c'est pas le secteur qu'on va le plus financer, surtout qu'on est nous sur les marchés financiers. Et c'est là la grande différence avec Hectarea, je pense, c'est que nous, on vient directement financer des sociétés cotées sur les marchés financiers. Alors pas que depuis peu, mais c'est quand même notre cœur de métier. Donc on vient financer plutôt des grandes capitalisations boursières, des grandes sociétés, mais qui vont quand même proposer des solutions qui sont en lien avec l'agriculture. Donc j'ai sélectionné 2 sociétés parmi les 1500 qu'on peut trouver dans nos portefeuilles, 2 sociétés notamment qui sont en lien avec l'agriculture aujourd'hui. Typiquement Novozymes, c'est une entreprise danoise aujourd'hui spécialisée de biotechnologie dans la biotechnologie, qui est leader mondial de solutions biologiques à base d'enzymes et de micro-organismes. Donc Novozymes, c'est assez important parce qu'elle va proposer justement des solutions en faveur finalement de l'agriculture régénératrice, des solutions vertes justement de substitution aux produits phytosanitaires, aux pesticides et autres. Et donc ça, c'est une des sociétés justement qu'on va pouvoir financer par l'intermédiaire des portefeuilles Goodvest. La deuxième société, qui est extrêmement liée d'ailleurs à la première, puisque les deux sont très liés et vont potentiellement faire l'objet d'une fusion, c'est CHR Hansen, qui est pareil, une entreprise danoise, qui est plus spécialisée dans le monde alimentaire. Donc elle qui va développer des solutions à destination justement des agriculteurs pour protéger les cultures et les plantes, améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau et autres. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir justement de ces deux sociétés, c'est qu'elles ne vont pas exploiter des terrains ou autres comme le feraient justement des agriculteurs ou comme on pourrait trouver chez Hectarea, hein, d'aller directement financer des agriculteurs. Nous, c'est plutôt des solutions que vont utiliser finalement le domaine agricole, le domaine agroalimentaire ou le domaine alimentaire. Donc c'est ce type de solution justement qu'on va pouvoir financer chez Goodvest. Et donc, en termes d'avantages, finalement, et c'est là la différence, c'est que on va pas avoir d'avantages. Alors, les avantages pour les agriculteurs, effectivement, ça va être de pouvoir trouver des solutions. Et Paul l'a rappelé, hein, il y a un gros besoin de financement pour les agriculteurs et il y a un gros besoin de solutions. Il faut leur donner finalement les moyens d'atteindre leurs objectifs, de pouvoir proposer une agriculture durable et en ligne finalement avec la transition écologique. Et le deuxième intérêt finalement pour les particuliers, d'investir via Goodvest, c'est tout l'intérêt de l'investissement, hein, de pouvoir
préparer justement ces projets à moyen long terme, de pouvoir contribuer à une cause surtout. Et c'est ça, investir responsable, que vous soyez chez Goodvest ou chez Hectarea. L'objectif, c'est de pouvoir contribuer à une cause via ses investissements, de pouvoir réaligner ses investissements et son épargne avec ses valeurs. Et je me répète sur cette slide, effectivement, investir pour ses projets à long terme, contribuer à une cause et aligner ses placements avec ses valeurs. Chose importante, que ce soit via Goodvest ou via Hectarea. Et ça, via 2 solutions que nous on propose chez Goodvest. Les 2 solutions qu'on propose, c'est un contrat d'assurance vie et un plan épargne retraite. Donc, ce sont des solutions assez traditionnelles, hein. À la fois l'assurance vie, couteau suisse de l'investissement qui va permettre de faire fructifier son capital à moyen long terme dans des conditions justement assez optimales, et le plan épargne retraite qui est l'enveloppe idéale justement si on souhaite préparer sa retraite, donc avec des horizons assez longs. Et au sein de ces enveloppes, on va pouvoir y loger des sociétés, des secteurs d'activité qui sont en lien avec la transition écologique, avec l'agriculture durable, avec l'agriculture régénératrice. Et Paul, je te passe la main sur la suite. Tac, merci beaucoup. Donc effectivement, pour continuer sur les solutions, parce qu'on avait écrit un tableau qui est un peu complexe au début et malheureusement qui va pas forcément dans le bon sens. Donc il faut maintenant des solutions positives. Concrètement, chez Hectarea, en fait, notre mission, elle est vraiment simple, c'est reconnecter les particuliers avec les agriculteurs. Que ce soit d'un point de vue social, d'un point de vue compréhension de l'environnement ou de sa consommation, on voit qu'il y a un fossé qui s'est creusé. Et on le voit notamment parce qu'on consomme avec des produits d'importation qui viennent de très loin, qui ont un bilan carbone qui est juste désastreux. Et donc, on a besoin de se rééduquer à ces sujets-là et de les soutenir si on en a les moyens. Donc, concrètement, en fait, on est le pont entre particuliers et agriculteurs. Côté particulier, je pense que c'est une tendance qui se dégage vraiment et on a une vraie mobilisation de la société, c'est de pouvoir investir avec plus de sens et avec de l'impact. Et côté agriculteur, en fait, ce qu'on disait au début, c'est qu'ils ont donc beaucoup de mal à se financer et que pour s'installer de façon très pratico-pratique, il faut acheter le terrain agricole, faire les bâtiments, acheter les machines pour travailler la terre ou des machines pour l'élevage, etc. Et donc, en fait, on a une assiette de dépenses qui devient trop importante pour une exploitation. Et donc, concrètement, ce qu'on permet chez Hectarea, c'est aux particuliers d'investir et d'aider les agriculteurs à se financer. Mais ce qu'on a voulu faire et ce qu'on fait, c'est vraiment de garder un risque qui va être le plus contrôlé possible. Et donc, pour ça, le particulier ne va pas venir investir sur l'exploitation même de l'agriculteur, mais il va venir uniquement sur le foncier, donc la terre agricole. Et en fait, une fois que la terre agricole est acquise via l'investissement des particuliers, elle est louée à l'agriculteur qui, lui, donc, va pouvoir l'exploiter. Et le jour où il va avoir la trésorerie nécessaire, il pourra redevenir propriétaire de sa terre puisqu'on met à chaque fois une option d'achat pour qu'il puisse redevenir propriétaire. Et ça, c'est très vrai quand vous faites de la culture pérenne. Pour se mettre dans les bottes de l'agriculteur, quand il fait de la culture pérenne, donc pérenne, c'est de la culture à plus d'1 an. Si on pense par exemple à l'arboriculture fruitière, il va planter les abricotiers ou autres. Et en fait, on va quand même avoir 3, 4, 5 ans avant d'être en pleine production. Et donc, toute cette phase-là, finalement, le fait de ne pas avoir à payer la terre, ça va faire moins de sorties de trésorerie au démarrage. Et ensuite, une fois que l'activité est à plein régime, l'idée, c'est chez Hectarea, c'est que l'agriculteur puisse être propriétaire de la terre qu'il exploite. Donc, voilà sur le fonctionnement avec vraiment une doctrine, hein, c'est-à-dire que tout le monde est gagnant de chaque côté, le particulier qui peut investir dans quelque chose de concret, palpable, et l'agriculteur qui, lui, a du financement et a aussi, on parle beaucoup d'environnement, mais il y a aussi une dimension qui est très importante, c'est la partie sociale. L'agriculteur, souvent, il est, enfin en tout cas ça arrive et j'aime pas les généralités, mais il y a un certain isolement du fait de la campagne ruralité et le fait que les particuliers puissent investir et finalement se reconnecter avec lui, ça donne une opportunité aussi pour être plus visible, parler de sa mission au quotidien, etc. Donc les 3 piliers, hein, pour parler côté particulier, concrètement, ça va être le premier, c'est la stabilité de l'épargne. Donc l'investissement, c'est sur la terre agricole, c'est du concret, du palpable et finalement, c'est quelque chose qui est très similaire à un investissement qui est très aimé, qui est l'immobilier. Sur ça, en fait, la rentabilité, elle fonctionne pareil que dans l'immobilier. Si vous investissez dans un appartement, vous allez avoir des loyers qui sont payés et un jour, vous allez sûrement revendre l'appartement et vous allez pouvoir faire une plus-value de revente. Là, c'est pareil. Le jour où le terrain est racheté, vous avez donc en tant que particulier le loyer qui est versé chaque année et chaque mois sur la plateforme et vous avez ensuite la plus-value de revente.
Et le dernier point, donc, qui est le plus important pour nous, c'est vraiment la partie impact, avec, comme je disais, social et environnemental. Et donc, pour ça, en fait, sur l'investissement, vous avez bien sûr, et je vais vous montrer la plateforme après, la partie financière, mais vous avez aussi, en fait, accès à ce qu'on appelle chez nous un mini réseau social qui permet, en fait, aux 150 particuliers qui ont investi sur un terrain, d'échanger avec l'agriculteur directement, voilà, de voir les photos de ce qu'il fait, de potentiellement lui acheter des produits et donc d'aller au-delà de la partie financière. Alors, ensuite, donc pour montrer concrètement quelle forme ça prend sur la plateforme, vous avez donc là, il y a tout à droite un terrain qui a été financé donc de 175 000 euros avec 91 investisseurs particuliers. Voilà. Et pour parler de celui-ci, donc c'était une exploitation avec des céréales sur laquelle l'agriculteur avait besoin d'agrandir la surface pour avoir une taille critique pour son exploitation. Et donc, on lui a permis on a fait l'acquisition de la terre pour lui, on lui a mis ensuite en location et ce qui lui permet d'exploiter la terre et d'être mieux niveau financier. Sur la plateforme, en fait, du coup, vous avez le choix sur plusieurs opportunités. À chaque fois, on présente des opportunités pour les agriculteurs qui sont soucieux de bien faire, donc avec vraiment le soutien de filières françaises agricoles pour notre souveraineté alimentaire et d'agriculteurs qui sont soucieux de bien faire, donc c'est-à-dire qui vont mettre, on va dire, les pratiques durables les plus avancées possibles, tout en ayant des exploitations qui soient viables financièrement. Ce qui est important, on finance pas d'utopie, on finance du concret, du terrain. Là, pour le terrain tout à droite, donc c'est une exploitation qui transitionne du conventionnel, donc voilà, conventionnel, ça veut dire méthode classique de production, vers une agriculture biologique. La parcelle au milieu, ce sont des fleurs, donc des pivoines dans le Var, où là, on est sur une culture enherbée avec donc sans pesticides, sans herbicides, sans fongicides. Et tout à gauche, on est sur une parcelle de vigne qui est en cours de collecte. Enfin 3 parcelles du coup, et qui sont là en biodynamie avec un vrai respect des sols et de la biodiversité. Et enfin, quand vous allez sur une opportunité, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de mettre en valeur le côté humain et le porteur de projet, l'agriculteur. Donc à chaque fois, vous avez une vidéo. Nous, on va sur le terrain avec les équipes pendant 2 jours pour voilà, se mettre dans le quotidien et pouvoir finalement retranscrire au maximum ce qu'on ressent sur le terrain, ce qu'on voit et pourquoi on soutient le projet. Et ensuite, vous avez donc une note d'investissement également qui vous permet d'aller plus dans le détail financier et les différents items. Juste peut-être un point en plus pour finir. Une fois que vous avez investi, vous avez donc ce mini réseau social qui vous permet de faire le pont avec l'agriculteur et comme je le mentionnais, qui est vraiment intéressant pour vous aussi d'un point de vue reconnexion. Voilà en présentation. Et enfin, sur cette opportunité-là, par exemple, si on me pose la question pourquoi on a choisi de soutenir cet agriculteur, celui-ci, en fait, si vous prenez le marché des fleurs en France, on importe 85% des fleurs. Il faut savoir que des produits chimiques qui sont interdits en France et en Europe sont produits en France et en Europe, sont envoyés dans des pays autres pour faire la production de fleurs et ensuite les fleurs sont rachetées en Europe. Et comme ça, vous arrivez à des aberrations où un pays comme le Kenya produit 30% des fleurs qui sont vendues en Europe. Donc c'est pour nous ultra important en fait de soutenir des producteurs français qui voilà mettent les méthodes les meilleures possibles pour produire des fleurs. Et là en l'occurrence c'est dans le Var qui est le principal bassin horticole et floricole français avec 40% de la production française de fleurs. Et donc voilà un des projets qui est par exemple en cours de financement. Je te laisse peut-être reprendre la main, Marion, ou avoir pour les questions aussi. J'ai noté quelques questions. Merci, Paul. Du coup, comme on était sur la partie hectaréa, je te propose qu'on réponde à quelques questions qui sont liées, notamment, il y en a une nouvelle qui arrive, notamment, donc, comment choisissez-vous les agriculteurs et ce qui rejoint peut-être la question si voilà, s'il y a des exploitations tenues par des femmes, j'imagine que c'est quelque chose auquel tu peux répondre également. Oui, alors sur le choix des agriculteurs, en fait, c'est assez simple sur les critères. Le premier, ça va être quelles sont les méthodes agricoles, que ce soit en matière de culture ou d'élevage, et donc est-ce que c'est aligné avec nos valeurs de société à mission et est-ce que c'est l'agriculture qu'on défend. Donc ça va être le premier point qui va être le critère pour regarder.
Ensuite, il y a une partie très financière qui va être donc la viabilité de l'exploitation et quel est le prix de la terre. Donc, comme dans l'immobilier, est-ce qu'on achète au bon prix? Est-ce qu'on a le bon rendement pour les investisseurs? Donc voilà, c'est vraiment les deux briques. Il y a la finance et la partie impact de ce qu'on soutient derrière. Et pour la deuxième partie de la question, effectivement, on a plus de dossiers où ce sont des hommes qui tiennent les fermes. Par contre, c'est quelque chose qu'on souhaite faire, donc avoir des femmes agricultrices et les financer. Et là, on a un projet qu'on est en train de signer avec un père et sa fille qui travaillent sur une exploitation, par exemple. Donc effectivement, on veut le faire et c'est une question aussi de temps et de trouver tout simplement les bons dossiers pour le mettre en pratique. Super, merci. Ensuite, donc on avait une question également, peut-être pour que ce soit Paul ou Mathieu, que je vois, donc qui est sur concrètement quels seraient les critères en fait pour mesurer l'impact positif des investissements. Donc, peut-être que Mathieu, tu as les réponses concernant ça, parce qu'on a parlé donc de l'impact de la biodiversité, et là c'est l'impact vraiment mesurer l'impact lié aux investissements. Ouais, totalement. Nous, c'est quelque chose qu'on transparise sur nos espaces clients, en fait, hein. Donc, effectivement, sur l'espace de nos clients, ils ont accès à la fois à des informations financières et également des informations extra-financières pour connaître, comprendre concrètement l'impact sur l'environnement. Nous, on a une conviction, c'est que si un épargnant ou une épargnante peut connaître sa plus-value financière, elle peut connaître et comprendre dans les mêmes conditions son impact sur l'environnement. Donc, c'est pour ça que nous, on se base sur des mesures d'impact très simples. La première, c'est le CO2. Donc, on va mesurer finalement l'empreinte carbone de l'ensemble de nos investissements, la trajectoire de réchauffement climatique, hein, pour savoir si c'est compatible avec l'accord de Paris. Et aujourd'hui, l'ensemble de nos portefeuilles, du coup, sont compatibles avec l'accord de Paris. Et les émissions de CO2 qu'on appelle économisées, hein. Dans quelle mesure, aujourd'hui, nos investissements contribuent finalement à l'atténuation du changement climatique, à son adaptation, et dans quelle mesure ils sont compatibles avec la transition justement vers une économie bas carbone. Donc nous, c'est les indicateurs déjà dans un premier temps sur la partie climat qu'on va transpariser, hein. On n'est pas allé chercher, alors c'est des indicateurs qui sont compliqués à traduire finalement pour nos clients, mais on s'est basé sur le CO2, qui est, comme je disais tout à l'heure, un indicateur scientifiquement quantifiable et évaluable pour nous. Sur la partie biodiversité, c'est un peu plus complexe, et là, on se base sur ce fameux MSA km² pour mesurer justement l'équivalent en surface d'habitat naturel affecté et d'habitat naturel préservé. Et donc ça, pareil, c'est quelque chose qu'on va transpariser à nos clients pour leur montrer concrètement dans quelle mesure leur investissement participe à la préservation et à la restauration de la biodiversité. Donc voilà, à la fois sur la partie climat et biodiversité, et ensuite, on adapte également nos mesures d'impact finalement aux investissements qui sont réalisés. Et je vais peut-être faire le lien avec Paul, mais nous, les mesures qu'on utilise sont peut-être pas adaptées directement pour typiquement mesurer l'impact d'une exploitation agricole. Donc typiquement, nous, on est en train de sortir plusieurs différentes classes d'actifs. Là, on a ouvert en début d'année l'investissement dans le non-coté. Bon, bah, dans le non-coté, on a mesuré, on a pris en compte d'autres mesures d'impact pour les clients. Donc il faut, voilà, ça commence à évoluer, on commence à tendre vers des mesures d'impact harmonisées. Tout à l'heure, j'ai vu une question passer sur la taxonomie européenne. Ça, typiquement, c'est une des harmonisations qui est en train d'arriver. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'incohérences, en tout cas méthodologiques. Donc, il faut trouver la mesure d'impact la plus cohérente avec le secteur qu'on vient financer et avec le type d'investissement qu'on vient réaliser. Merci Mathieu. Une question aussi qui concerne Hectarea Goodvest. Je pense que j'ai la réponse, mais je vous laisserai confirmer. Peut-on choisir les projets que l'on finance, que ce soit sur Hectarea ou Goodvest? Je vous laisse confirmer ça, mais normalement, oui, on peut choisir les projets que l'on souhaite financer. Je vous laisse confirmer ce que je viens de dire. Alors, rapidement de mon côté, effectivement, l'idée, nous, c'est vraiment de reconnecter particuliers agriculteurs. Et donc, pour ça, effectivement, l'investissement, il est dans la terre, c'est un terrain, c'est du matériel, on va dire, mais vous choisissez dans quel terrain vous allez. Et donc, typiquement, on a fait des céréales, il y a de la vigne, il y a des fleurs, on a de l'élevage aussi qui va arriver. Et l'idée, voilà, c'est à chaque fois de choisir un produit qu'on veut mieux connaître, parce qu'en investissant, on va savoir où est la zone en France où c'est produit, comment l'agriculteur le fait, puisqu'il va pouvoir communiquer avec nous. Et donc, l'idée, vraiment, c'est d'aller, avec sa sensibilité, choisir et pouvoir avoir, en fait, un portefeuille chez nous où 1 hectare, c'est 100 arts de terre. Et donc, avoir 3 arts de vigne, 6 arts d'élevage de race bovine française, par exemple, et de pouvoir constituer tout son portefeuille avec ses choix personnels.
Et nous, de notre côté, effectivement, les épargnantes et les épargnants peuvent choisir les thématiques plutôt dans lesquelles ils souhaitent être investis. Donc on ne peut pas choisir directement les entreprises, mais plutôt les thématiques autour de la transition écologique, de l'emploi et la solidarité, des solutions climatiques, des forêts, du bois, etc. Et ensuite, nous, Goodvest, en tant que gérant de portefeuille, on vient mettre à disposition justement notre expertise dessus et on vient construire finalement un portefeuille diversifié à partir du profil investisseur de nos clients et nos clientes, à partir des thématiques qui auraient été choisies, tout en respectant certains critères financiers et extra-financiers. Donc, en tout cas, l'idée, c'est d'apporter de la personnalisation et de pouvoir sélectionner les thématiques dans lesquelles nos clients souhaitent être investis. Merci Mathieu, très clair. Je pense qu'on peut encore faire quelques questions. Il nous reste 5 minutes, notamment pour Paul, donc pour Hectarea. Est-ce qu'il y a des opérations à prévoir comme un passage chez le notaire, vu qu'on parle de terre, ou bien tout est géré sur la plateforme Hectarea? Alors, ça, en fait, on a structuré pour vraiment matérialiser notre vision. Notre vision, c'est démocratiser l'investissement dans la terre pour déjà le permettre dès 500 €, donc avec un ticket pas trop élevé d'investissement, et pour permettre au plus grand nombre de personnes de se reconnecter avec les agriculteurs. Et donc, pour ça, en fait, il a fallu rendre le produit très simple pour l'investissement. Et donc, effectivement, tout est géré par Hectarea. Faut savoir que dans le droit agricole, c'est un peu plus complexe que pour un bien immobilier classique. Et donc, de notre côté, on va gérer effectivement toute la partie notariale, la partie SAFER, la partie chambre d'agriculture sur installation. Voilà, on va vraiment gérer tous ces éléments-là de A à Z, ce qui permet en fait, sans acheter un terrain soi-même directement, de pouvoir investir facilement dans la terre et de ne pas avoir toutes ces questions-là à régler en tant que particulier, ce qui peut être une barrière à l'entrée bien trop forte quand on veut s'intéresser à ce type d'investissement. Exact. Il y a eu une question qui a été posée 2 fois de manière différente, mais alors voilà, quand on investit dans des terres via Hectarea, on n'investit pas dans l'exploitation et dans la terre, mais il y a quand même eu 2 questions en rapport à ça. Que se passe-t-il s'il y a un cas de faillite de l'exploitant? Ouais, en fait, sur ça, on veut donc permettre d'aider financièrement l'exploitant, mais voilà, comme toute entreprise et surtout ces entreprises de petite taille, effectivement, il peut y avoir des faillites. Et donc sur ça, le fait d'avoir la terre en possession, si malheureusement l'exploitation de l'agriculteur fait faillite, nous, en fait, on va pouvoir relouer la terre à un autre agriculteur. Si on fait le parallèle avec l'immobilier, dans l'immobilier, ce qu'on appelle le taux de vacances, donc le nombre de jours non loués dans l'année, sur l'agricole, en fait, c'est des cycles qui sont longs. Et vu que ces cycles sont longs, on est quand même sur les taux de vacances qui sont plus bas, avec voilà, un agriculteur qui commence à planter, je parlais de l'arboriculture tout à l'heure, qui plante des choses qui vont produire à 3-4 ans. Nous, on fait en sorte qu'il investisse toujours aussi un apport personnel dans le projet pour qu'il soit lié en fait sur le long terme et qu'on évite au maximum ce cas-là. Mais dans tous les cas, effectivement, il y a bien la valeur du terrain qui évite, si une entreprise fait faillite, de perdre complètement sa mise. Là, on a bien du foncier derrière qui est tangible et palpable. Super, merci. Je pense qu'on peut prendre une dernière question. En tout cas, il y en a eu plein. C'est génial de voir que tout ça, ça vous intéresse. Peut-être qu'elle est plus orientée pour Mathieu. Donc, quelles sont les durées d'investissement conseillées, la rentabilité, frais d'entrée, frais de sortie? J'imagine que toutes ces questions, on peut trouver la réponse sur Goodvest quand on commence à s'intéresser donc à ces projets-là. Ouais, totalement. Toutes les réponses sont sur notre site et l'objectif également, c'est de s'adapter au profil et au projet finalement de chacun de nos clientes et nos clients. La durée d'investissement, elle va dépendre de pas mal de choses. Elle va dépendre du profil investisseur qui aura été choisi, du plus prudent, plus dynamique. Elle va dépendre de son objectif d'investissement. Est-ce que je souhaite justement constituer un capital à long terme ou est-ce que je souhaite préparer par exemple un achat immobilier dans 4-5 ans? Et pour toutes ces durées d'investissement, pour tous ces objectifs, nous, on a le profil qui va être adapté. Donc, si on a une durée d'investissement qui est très courte, on va plutôt privilégier justement des profils plus prudents. À l'inverse, si on a des projets de préparation à la retraite sur 20-25 ans, on va plutôt privilégier des profils un petit peu plus risqués, tout en tenant compte de l'appétence au risque finalement de chacun et chacune. En ce qui concerne la rentabilité, c'est un petit peu la même chose. Il n'y a pas de rendement sans risque. Plus on va aller sur des profils risqués, plus le rendement potentiel va être important.
Je vous donne un exemple, en termes de rentabilité sur l'année 2023, sur nos portefeuilles les plus risqués, on a délivré une performance de 14%. Maintenant, c'est 14% sur une année. Ça ne veut pas dire que ça se reproduit tous les ans. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur des périodes de 5 à 10 ans, sur des profils typiquement équilibrés, on va dire ce qu'on appelle 50-50 dans le jargon, on va aller chercher des rendements à peu près à 4-5% par an, à peu près net de frais. Pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, uniquement des frais de gestion, c'est très transparent. Je parlais de transparence tout à l'heure, ça va également pour la tarification. Tous les frais sont indiqués sur notre site internet. Ça va jusqu'à 1,9% tout compris, donc jusqu'à 2 fois moins cher aujourd'hui que ce qu'on peut trouver chez des acteurs traditionnels. Et voilà ce que je peux vous dire sur les durées. Et après, on a des conseillers également qui sont disponibles. On a une dizaine de conseillers et conseillères chez Goodvest qui accompagnent finalement nos clients et nos prospects dans leurs projets d'épargne et d'investissement. Donc en fait, c'est aussi une manière de se faire accompagner dans la définition de son profil de risque et de son projet d'investissement. C'est hyper important. Super, merci. Merci Mathieu, très clair. Si vous avez des questions, hop, super, c'est ce que j'allais faire, c'est parfait. Et donc, il y a une dernière, on prend une dernière, après c'est bon, mais je pense qu'elle est assez intéressante donc pour Paul. Qu'est-ce qui explique une rentabilité de 4% par an sur les dernières années? Alors, en fait, sur la rentabilité, je faisais tout à l'heure le parallèle avec l'immobilier. On a en fait le loyer qui est versé par l'agriculteur qu'on appelle fermage. Et donc ça, ce qu'on propose sur la plateforme, vous avez des fermages à hauteur de 3% sur les différents dossiers qu'on a pu faire et les dossiers en cours. Et ensuite, vous avez la deuxième partie qui est la partie plus-value sur la terre. Et donc ça veut dire lors de la revente de la parcelle. Et sur ça, on a une moyenne sur les 10-15 dernières années en France qui est une augmentation de 4% par an du prix de la terre. Et donc, ça permet en fait d'avoir un rendement, une rentabilité cible globale sur du long terme entre 5 et 7%. Voilà, donc en fait, il y a effectivement les deux composantes et on a donc le 4% qui est annoncé dans la question. En fait, il faut plutôt le voir en division entre une partie loyer versée vraiment chaque mois sur la plateforme avec des revenus stables et une partie qui est là pour le coup d'une plus-value de revente sur le plus long terme. Merci Paul. Mais écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. On vous a mis les liens de la plateforme Goodvest et la plateforme Actera si vous souhaitez donc creuser tous ces sujets et avoir encore plus de réponses à vos questions. Et puis bon, peut-être pourquoi pas sauter le pas. Voilà, donc Paul vous a remis un bon lien. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'on a répondu à vos questions, que c'était intéressant et que vous avez appris des choses. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Marion, merci Paul. Bon après-midi à tous. Au revoir. À bientôt. Le replay aussi, bientôt.